Notre prochain conférencier, M. François Croteau, est détenteur d'un doctorat de l'UQAM sur le thème de la gouvernance urbaine à Montréal et la gestion des parties prenantes. Il a été gestionnaire pendant près de 10 ans dans le secteur public et privé, où il a piloté des projets en gestion du changement et innovation des services à la clientèle. Maire de Rosemont, la petite patrie, depuis 2009, il a fait sa marque dans ses politiques de transition écologique en misant sur l'innovation, l'aménagement urbain résilient et la mobilité durable. Il est aussi membre du comité exécutif en tant que responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information, l'innovation, la performance organisationnelle et l'enseignement supérieur depuis 2017. Écoutons dès maintenant M. Croteau et sa conférence intitulée Gouvernance de la gestion de la transition écologique dans les actions, je perds votre titre, dans les actions municipales, excusez-moi. À vous, M. Croteau. Merci beaucoup, Mme Robert. Merci beaucoup au regroupement des conseils régionaux de l'environnement pour l'invitation ce matin. Parfait. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait, excellent. Donc, oui, ce matin, je vais vous parler, en fait, de transformation de la gouvernance dans Rosemont-la-Petite-Patrie pour nous assurer de mettre en place une transition écologique et une meilleure résilience pour le territoire au cours des prochaines années. On s'est doté d'un programme ambitieux sur 3 ans, donc de mise en œuvre sur 3 ans, pour arriver à nos objectifs de 2030, soit ceux du C40. Bien entendu, dans Rosemont-la-Petite-Patrie, nous avons entamé une démarche ambitieuse depuis déjà 2010 sur laquelle nous avons travaillé. Et c'est important peut-être de vous mettre un peu en contexte le territoire de Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc, on ira à la suivante diapo, s'il vous plaît. Donc, Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est un territoire de 14,5 km² avec un peu plus de 144 000 habitants. Un territoire qui est très diversifié, un territoire donc qui se compose de beaucoup d'activités industrielles et commerciales, que l'on pense aux nombreux pôles d'emploi, soit ceux de la santé avec Maisonneuve-Rosemont, avec tout le pôle du jardin botanique, l'insectarium du parc Maisonneuve, donc ce secteur important, celui d'Angus, celui aussi de l'intelligence artificielle, de la Plaza Saint-Hubert, du marché Jean Talon et de la Petite Italie. Donc, vous voyez un territoire où il se passe beaucoup d'activités, donc qui amène beaucoup d'achalandage sur le territoire et beaucoup d'activités humaines, une forte densité et donc une occupation du territoire qui met beaucoup de pression sur nos capacités à faire la transition écologique et aussi la résilience. Bien entendu, pour être en mesure d'effectuer ces changements importants qui sont nécessaires pour l'avenir de nos collectivités, nous devons mettre en place des stratégies pour mobiliser la population, pour être en mesure de faire en sorte que l'acceptabilité sociale de ces mesures puisse être présente. Et pour qu'on puisse avancer rapidement, bien entendu, il faut opérer des changements de gouvernance qui nous permettent absolument de pouvoir rapidement opérer ces changements. C'est pourquoi on a donc misé sur 3 changements importants en termes de gouvernance et on va aller à la prochaine diapo. Donc, les changements importants, tout d'abord, en introduisant vraiment des principes plus importants de démocratie participative qui vont servir, dans le fond, de catalyseur et vraiment arriver à faire la transition et la résilience. Faire aussi de l'expérimentation, davantage expérimenter sur le territoire et finalement changer je dirais fondamentalement la gouvernance de l'administration publique en transformant l'arrondissement en bureau de projet de la transition écologique plutôt qu'en service traditionnel, comme on l'opère depuis des années. Prochaine diapo. Donc, déjà depuis des années, dans Rosemont-la-Petite-Patrie, nous avons entamé la mise en place de plusieurs processus participatifs d'appropriation citoyenne pour nos citoyens. Nous avons donc, il y a 10 ans, mis en place un programme de ruelle verte qui permet aux citoyens de eux-mêmes faire les plans, s'approprier l'espace public, eux-mêmes faire les travaux d'excavation et transformer leur environnement de proximité en un lieu occupé, habité. Ce qui a permis donc une prise de conscience à la fois des processus démocratiques et de la résistance au changement que leurs voisins peuvent avoir, mais aussi de l'importance de transformer son environnement et l'impact social que ces transformations peuvent avoir également, pas uniquement environnemental.
On a aussi mis en place un programme zéro déchet où on accompagne des familles, donc une centaine de ménages par année qui participent à ce défi de zéro déchet, c'est-à-dire réduire à la source, nous permettre d'éviter des impacts importants. Et nous le faisons également avec les commerçants et ainsi que l'administration publique. Un autre projet important que nous avons mis en place au cours des dernières années, ce sont les projets participatifs citoyens. Donc, on a cartographié le territoire pour le transformer en milieu de vie. Donc, il y a 25 milieux de vie sur l'ensemble du territoire et on permet aux citoyens de se former un comité citoyen, donc une forme de démocratie ou un comité démocratique local. Il y a un budget participatif qui est disponible et les citoyens décident entre eux, dans leur milieu de vie, de s'approprier un lieu, un projet qui les concerne, qui amène une transformation pour leur territoire et 10 000 $ par année leur est octroyé pour bonifier, avancer les projets et faire une mobilisation. Et ils sont entièrement libres, autonomes de pouvoir transformer le territoire. Et quand je parle de transformation, je ne parle pas de transformation sur le domaine privé, mais bien de transformation sur le domaine public. Et tout ça sans demander d'autorisation ou de permis, c'est-à-dire que le citoyen s'approprie l'espace public, parce que pour nous, le mot le plus important dans tout ça, c'est le mot public, c'est-à-dire que l'espace appartient à toutes et à tous, et ils ont le droit de pouvoir le transformer pour leur bien-être et pour un avancement positif pour la collectivité. Et finalement, on a aussi mis en place le programme Faites comme chez vous, et tel que le programme le dit, on permet aux citoyens de créer des jardins, des potagers sur le domaine public devant leur résidence, donc en face de leur maison. Il y a actuellement près de 700 potagers sur l'ensemble du territoire citoyen où les gens jardinent, cultivent sur le domaine public. Et on a aussi entamé la mise en place dans les parcs, dans certains espaces non utilisés ou moins utilisés, où parfois principalement les gens vont se faire bronzer ou pique-niquer ou autre. On a aménagé ce qu'on appelle des jardins collectifs libres, sans clôture, c'est-à-dire qu'on permet aux gens de creuser dans le parc, d'aménager des jardins dans un espace et de se créer eux-mêmes un potager collectif avec leurs voisins directement dans le parc, ce qui permet une occupation de l'espace vraiment plus intéressante, une activité agricole. Et de cette manière, on vise, bien entendu, à pouvoir viser l'autonomie alimentaire. Et au cours des prochains mois, nous travaillons sur la création d'une coopérative agricole urbaine, c'est-à-dire une formation d'une coopérative agricole où les citoyens seront maîtres d'œuvre eux-mêmes de la planification de la politique agricole urbaine de Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc, une transformation importante et ce seront les citoyens eux-mêmes qui pourront travailler à cette transformation agricole du territoire. Prochaine diapositive. On a décidé d'aller encore plus loin, c'est-à-dire de s'inspirer de Barcelone avec les super îlots et de permettre aux citoyens de transformer leur milieu de vie en termes d'appropriation, mais surtout de transformation de la mobilité du territoire. Donc, les milieux de vie verts et actifs que nous avons lancés l'année dernière auront pour objectif de permettre aux citoyens de se concerter, transformer complètement l'utilisation de la voie publique et aussi de maximiser les occupations du territoire pour faire en sorte que leur milieu de vie vert et actif favorise les déplacements actifs vers les lieux de destination, là où les gens se déplacent, que ce soit les commerces, l'emploi, les loisirs, les parcs, l'école et bien d'autres activités du territoire, parce que ce qui est important de retenir lorsqu'on se déplace en ville, c'est qu'on se déplace pour une raison. Et on veut miser sur la proximité. Comment vivre, travailler, se divertir à moins de 500 mètres de la résidence. En temps de pandémie, nous l'avons vu dans les quartiers denses comme le nôtre, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en travaillant de la maison, on réduit nos déplacements et les gens se déplacent donc à proximité de leur résidence. Et ça augmente, bien entendu, le potentiel de développement commercial et industriel à proximité des résidences en transformant, bien entendu, l'urbanisme, en permettant des usages multiples dans les locaux et en favorisant donc davantage d'activités à proximité de la maison. Mais pour y arriver, il faut naturellement sécuriser les déplacements actifs, que ce soit à pied ou à vélo, et faire en sorte que l'occupation devienne une occupation de proximité. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, voici la cartographie des milieux de vie verts et actifs qui va nous permettre d'offrir aux citoyens une capacité de se mobiliser et de pouvoir transformer le territoire et devenir
véritablement des acteurs de la transition écologique et de la résilience en se permettant de répondre à leurs propres besoins et faire en sorte qu'ils pourront améliorer leur cadre de vie. Trois éléments importants de ces milieux de vie verts et actifs. Il y aura bien entendu des programmes de rue apaisés qui prioriseront le piéton sur la voie publique. Autrement dit, dans ces milieux de vie verts et actifs que vous voyez, ce sont des lieux où le piéton a la priorité sur l'ensemble des usagers de la route et on mettra en place une boîte à outils qui sera offerte aux citoyens pour leur permettre de moduler. Donc, il y aura du co-design avec nos ingénieurs dans l'administration. Il y aura un processus aussi délibératif, c'est-à-dire qu'il y aura une consultation publique, une mobilisation populaire, et ce sont les citoyens eux-mêmes qui décideront du type d'aménagement, d'apaisement de la circulation et d'utilisation de la voie publique qu'ils voudront pour leur milieu de vie. C'est-à-dire qu'on va encore plus loin, l'administration cède aux citoyens l'initiative de transformer la voie publique et devenir le catalyseur, comme je le disais au départ, de cette transition écologique et de cette résilience, ce qui aura pour effet d'augmenter l'acceptabilité sociale et d'augmenter aussi la vitesse à laquelle on va pouvoir y arriver. Prochaine diapositive. Autre élément important pour nous et qui était vraiment majeur, c'était de transformer l'administration publique et de pouvoir faire en sorte de transformer la manière dont on prend des décisions. Traditionnellement, les administrations publiques travaillent en silo. Vous avez le service des loisirs, de la culture, du sport, les travaux publics, vous avez le service des parcs, de l'urbanisme et des études techniques et bien d'autres, de la voirie. Et ces gens travaillent à leur propre service et à offrir le service aux citoyens essentiels sans prendre en compte nécessairement l'élément fondamental qui est la transition écologique et la résilience. Pour être en mesure d'arriver à transformer l'environnement, mais surtout notre manière de faire, nous avons décidé de mettre au premier plan l'objectif principal pour l'ensemble des services de l'arrondissement, c'est la transition écologique et la résilience. Bien entendu, à travers l'offre de services aux citoyens, mais désormais, toute planification à l'interne, toute offre de services, donc que ce soit les plans directeurs de loisirs, de sport, de culture ou tout autre plan directeur, tout type de transformation ou de service aux citoyens, tout doit être intégré dans des équipes projets. Et l'objectif, c'est que chacun de ces services profite ou catalyse ou encore bonifie notre atteinte à la transition écologique. Donc, désormais, lorsqu'on planifie les loisirs, on planifie la culture, on planifie les services aux citoyens en matière de voirie et de travaux publics, ils doivent permettre de faire ces activités dans un but d'atteindre la transition écologique et la résilience. C'est-à-dire qu'on transforme complètement le schéma de pensée et chacune des équipes doit tenir compte de l'impact des autres services dans cette transformation. Ça amène naturellement un changement complet et un schéma complet de pensée et de gérer un service public. On a donc mobilisé l'ensemble de nos services et travaillé sur le bureau de projet. Il y a désormais donc un gestionnaire du bureau de projet de la transition et de la résilience qui s'assure que chacun des services ou des prises de décision est en accord avec la transition écologique et la résilience. Puis aucun projet ou service ne peut plus être offert ou accompli sans nous assurer qu'il va nous aider à atteindre notre plan de transition écologique et de résilience. Pour vous donner un exemple concret, on va passer à la prochaine diapositive. Pour vous donner un exemple concret de ce que cela peut nous amener. Voici une analyse qui a été réalisée par des services externes sur les corridors verts qui peuvent être créés sur le territoire pour favoriser la biodiversité et pour nous amener à une meilleure résilience du territoire, donc maximiser ces corridors de biodiversité. Donc, vous voyez des opportunités de créer des liens entre les secteurs industriels et les parcs pour améliorer notre capacité. Donc, c'est une analyse fine qui a été faite. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que l'objectif est de comprendre de la manière dont on doit maintenant opérer la transformation de chacune de nos décisions. Si on passe à la prochaine diapositive, par exemple, le parc Rosemont, juste encore une fois, le parc Rosemont qui est situé sur la rue d'Iberville à l'angle de la rue d'Endurant et Jourdain, est essentiellement un parc traditionnel avec un terrain de soccer, donc du gazon, un espace très peu résilient qui favorise très peu la biodiversité, une occupation essentiellement uniforme où ce sont des activités sportives,
des parcs pour enfants très, très traditionnels. Donc, un parc qui est clôturé aussi, un parc qui communique très peu avec son environnement et qui profite très peu à la résilience et à la transition, c'est-à-dire qu'il ne vient pas bonifier notre capacité à transiter. Donc, nous avons mis l'ensemble de nos équipes au travail pour transformer ce parc et en faire une nouvelle offre qui va à la fois répondre aux besoins des populations, des communautés, des enfants, des moins jeunes, mais qui va être un catalyseur de la transition et de la résilience. Si on passe à la prochaine diapositive, vous allez voir donc le résultat de ce travail qui a été colossal. Donc, voici ce que sera le parc Rosemont. Il y aura désormais un mini boisé qui sera implanté dans ce parc au lieu du terrain de soccer. Un boisé qui sera donc très diversifié, qui pourra même amener davantage de biodiversité et qui communiquera avec les ruelles vertes qui sont dans le secteur. Il y aura une rivière sèche en plein cœur du parc qui permettra donc de capter les eaux de pluie et d'amener un milieu humide et à augmenter la biodiversité. Et l'ensemble des parcs pour enfants seront intégrés à cette biodiversité par le biais de jeux libres, d'aménagements rocheux, d'arbres, etc. Et tout ça en répondant à l'accessibilité universelle et bien entendu à l'ensemble des prérogatives. Donc, tous les services ont été mis à contribution pour transformer cet espace et chacun des projets dans Rosemont-la-Petite-Patrie sera maintenant planifié sous ce spectre de la transition et de la résilience qui amène donc une révolution en termes de gouvernance de l'arrondissement. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez vu votre chrono finir, alors on a fini ça rapidement, mais on va continuer la conversation. Mais déjà, merci beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments inspirants dans votre stratégie. Il y a beaucoup de choses. Ça semble avoir été une réflexion 360 vraiment. Puis non seulement vous mettez l'arrondissement en action, mais vous donnez les moyens aux citoyens aussi de prendre action pour le climat. Alors, c'est vraiment inspirant. Merci beaucoup.